Eh ben, c'est impeccable. On a l'image en plus. Eh ben, c'est super. Merci Jean-Luc. Bon, ben, du coup, nous voilà partis pour comment mener un projet de rénovation. Voilà. Alors, Pardon, j'ai vu que vous enregistriez. oui. Est-ce qu'on pourrait avoir, en tant que participant, l'enregistrement? Après, on vous enverra un lien pour voir le replay. Ah, ben c'est parfait. Parfait, Ok. parfait. Merci. Voilà. Du coup, donc quelques mots sur l'ASDER, qui est l'espace faire de la Savoie, le service faire. On regroupe une dizaine de conseillers énergie qui répondent à vos questions sur toutes les questions de rénovation énergétique concernant, pour prioriser les travaux, établir un plan de financement, connaître les critères techniques d'éligibilité pour obtenir les aides financières, enfin, comment s'y prendre. Donc voilà, nous, on essaye de vous répondre au plus possible. Donc il y a un premier contact au téléphone et puis après, il y a un rendez-vous en présentiel ou par visio. Et on peut aussi se rendre sur place. Donc ça, c'est ce qu'on va vous détailler aujourd'hui, ce soir, sur l'accompagnement de l'ASDER. Et entre autres, hein, on vous parlera des autres partenaires. Voilà pour le service faire. Donc, ça, c'est des conseils complètement gratuits pour vous, financés par les services publics. Voilà, on ne vend rien, on est objectif et on a une certaine expérience puisque on bénéficie d'un centre de formation au sein de l'ASDER. On a pas mal d'années d'expérience aussi, puisque l'ASDER a été créé en 1981, donc fort de son réseau et de son pôle de formation. C'est vrai qu'on a quand même une certaine expérience et d'expertise dans la rénovation énergétique des logements. Voilà. Alors, au programme ce soir, on va vous parler, toucher deux mots des enjeux de la rénovation énergétique. Jean-Luc vous présentera ensuite l'accueil de la maison de l'habitat pour toute la Maurienne. Et après, je reprendrai la parole pour vous présenter l'accompagnement de l'ASDER pour les particuliers, les copropriétés et les aides financières. Et puis, on terminera par des retours d'expérience des bâtiments correctement et isolés, voire de manière performante. Voilà. Alors, les enjeux, comme vous le savez tous, le contexte global, c'est une augmentation de la température sur Terre, une augmentation de la température qui a tendance à s'emballer, qui essaye d'être contenue à 1,5 degré par rapport à 1990. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal par rapport à ça. Donc voilà, c'est maintenir le dérèglement climatique, lutter contre pour préserver notre environnement et les ressources également pour les générations à venir. Voilà, donc avoir quand même un développement de notre économie, mais avoir quelque chose de soutenable pour les générations à venir. Voilà, maîtriser nos ressources, puisque voilà, on voit que ça augmente assez rapidement et puis à l'échelle même d'une génération. Donc, c'est vrai que tant qu'on peut faire, eh ben, on essaye de faire notre part comme, voilà, comme pour la légende du colibri. Je pense que si vous êtes derrière votre écran et mobilisé ce soir, c'est parce que vous en avez conscience. Donc, voilà, je vous remercie aussi d'être présent pour cela. Donc, pourquoi s'attaquer au logement? Parce que c'est aussi un gros poste parce qu'on pense souvent au transport en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, le logement, les bâtiments, c'est quasiment la même chose que le transport. Donc, il faut vraiment s'y atteler et on a les outils pour, on a l'expertise pour. On a maintenant un réseau d'artisans qui est formé, on a des outils d'aide financière, donc on peut y aller et on sait que ça marche. Voilà, les bâtiments basse consommation consomment moins, sont beaucoup plus confortables, se vendent mieux et du coup permettent aussi d'être plus serein vis-à-vis de l'augmentation du prix des énergies.
Voilà. Et on a un gros job à faire puisque 60% des logements datent d'avant la première réglementation thermique qui date de 1974. Et que les constructions neuves, qui sont certes performantes, ben, c'est juste 1% du parc. Donc, il faut vraiment qu'on s'attelle à ces logements déperditifs et anciens. Et ça, les politiques l'ont bien compris et donc nous accompagnent, vous accompagnent sur la rénovation énergétique de votre logement. Donc, ce diagramme-là, il représente les consommations énergétiques par rapport à la date de construction du bâtiment. On se rend bien compte que plus, voilà, plus le bâtiment est ancien, plus il consomme de l'énergie. Alors, on peut avoir des bâtiments en pisé qui finalement ne consommeront peut-être moins qu'un bâtiment conventionnel parpaing plus briques à l'intérieur avec, voilà, avant il y avait du simple vitrage, etc. Mais globalement, on est quand même sur un parc ancien qui est énergivore et que l'on peut diviser par deux, voire bien plus, les consommations énergétiques du logement. Donc voilà, la construction maintenant, ce n'est plus un souci. On arrive sur des bâtiments performants. Bâtiments basse consommation, c'est la réglementation thermique de 2012. Et là maintenant, avec la RE 2020, comme ils appellent ça, on va aller vers des bâtiments carrément à énergie positive. Alors, il y a des enjeux politiques. On voit qu'il y a des lois qui jalonnent la transition énergétique, qui nous poussent et qui nous engagent à agir. Avec, donc, au préalable, c'était la loi POP en 2005 qui a mis en place les étiquettes énergétiques sur les logements et qui a donné une valeur financière à la pollution au travers des certificats d'économie d'énergie en obligeant les entreprises polluantes à avoir une conscience en fait écologique et environnementale au travers de ce dispositif. Du coup, donc voilà, on est passé du Grenelle 1, Grenelle 2, qui a mis en place des outils d'engagement vers la facilitation et puis la loi sur la rénovation énergétique. Et là, aujourd'hui, concrètement, on nous parle d'éradiquer les chaudières fuel. Donc là, ça y est, c'est réel à partir du 1er juillet dernier, où on n'a plus le droit d'installer des chaudières fuel dans le neuf. Et on n'aura plus le droit d'installer des chaudières fuel, même en remplacement, à partir de 2022, juillet 2022. Donc voilà, c'est la lutte, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre est réelle et effective. Voilà, et on voit apparaître bientôt pour le gaz. Alors le gaz, bon, on est plus dubitatif par rapport à cette obligation qui viendrait, puisqu'il y a un réseau de gaz qui est vraiment mature et qui permet aussi de soulager les parties de ville qui ne peuvent être desservies par un réseau de chaleur, etc. Il y a beaucoup de chaudières gaz aussi individuelles. Donc voilà, on attend de voir, mais ça nous semble plus compliqué à mettre en œuvre que le fuel, d'autant plus que sur le gaz, on arrive à avoir maintenant des fournisseurs de gaz vert. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'engagent, à la manière des fournisseurs d'électricité verte, ils s'engagent à injecter sur le réseau l'équivalent de votre consommation en gaz, mais de manière, enfin, produite de manière éco-responsable, enfin, voilà, avec du méthane issu des fumiers ou des exploitations agricoles. Voilà, c'est la même molécule, donc voilà, c'est compatible aussi avec des énergies renouvelables. Voilà pour le mot, parce qu'on ce mot sur la fin des énergies fuel et gaz, puisqu'on en entend beaucoup parler. Voilà.
Hop, on peut peut-être avancer un peu. Alors, les enjeux également, voilà, c'est améliorer le confort, puisque notre corps, enfin, c'est ce que nous disent hein, les personnes qui vivent dans des bâtiments basse consommation. Moi, j'en fais partie d'ailleurs. Hein, c'est vraiment, ben, ça fonctionne, hein, c'est-à-dire que la température des parois est beaucoup plus douce puisque on a un bâtiment qui est bien isolé, donc on n'a plus de différence de température entre un mur froid non isolé ou du simple vitrage, etc. On va avoir des températures de parois plutôt homogènes et notre corps fait la moyenne des températures entre la température d'ambiance et la moyenne des températures des surfaces qui nous entourent. Donc, plus on va avoir des murs froids, en dessous de 20 degrés, plus on va devoir augmenter notre thermostat à 20, 22 degrés pour avoir une sensation de confort de 19 degrés, quoi, 19, 20 degrés. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, avec un bâtiment basse consommation, on va pouvoir conserver le thermostat à 19, 20 degrés et on n'aura pas besoin de chauffer plus. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, au niveau des enjeux, bah, c'est d'apporter également de la valeur patrimoniale à son bien. Donc ça, c'est une carte de France qui, donc, par région, essaye de représenter la valeur verte du logement, c'est-à-dire que par rapport à un logement étiquette D, un logement classé C va être vendu 3% plus cher que le logement étiquette D dans le contexte immobilier du secteur. Et si on est en étiquette A ou B, ben on va le vendre 7% plus cher. Donc ça, c'est issu des actes notariés. Donc, ils ont tout regroupé et ils ont comparé. Et voilà ce que ça donne. Alors, plus on a un secteur immobilier tendu comme en Île-de-France ou alors vous, hein, en Maurienne, c'est vrai que le secteur, peut-être, il est un petit peu tendu, le prix de l'immobilier est élevé. Eh bien, on va avoir une différence qui s'amoindrit. Voilà. Mais si on se retrouve dans des zones où la pression immobilière est moins forte, eh ben, l'étiquette énergétique joue d'autant plus. Ensuite, comme je vous le disais aussi en préambule, c'est aussi d'être plus serein vis-à-vis de l'augmentation du prix de l'énergie. On entend régulièrement une hausse annoncée sur le prix de l'électricité ou du gaz, etc. Bon, ben là, au moins, en réduisant les consommations énergétiques, on est plus serein quand on entend ce genre d'annonces. On peut se dire que voilà, on agit aussi, on sait que le prix de l'énergie inéluctablement, on va augmenter puisqu'on utilise majoritairement des ressources fossiles, donc forcément, on va vers l'épuisement de ces ressources-là. Donc, il faut agir pour se prémunir de cela et être acteur et maîtriser sa facture d'énergie à la fin du mois. Donc là, voilà, hein, en haut, c'est l'électricité qui est aujourd'hui l'énergie la plus onéreuse. Après, on va avoir le gaz propane, le fioul qui oscille pas mal avec le gaz qui suit. Et puis, en moins cher, ça sera le bois granulé, puisqu'on fait appel à une ressource renouvelable locale et dont on maîtrise encore le prix, puisqu'on utilise un déchet de l'industrie forestière. Voilà. Après, l'énergie la moins chère, ça reste celle que l'on ne consomme pas, d'où l'importance d'isoler son logement. Et puis aussi, après, on peut avoir recours à l'énergie solaire thermique qui permet de complètement utiliser la chaleur produite sur son toit et de l'injecter dans les radiateurs. Et comme ça, effectivement, on s'affranchit aussi le recours à de l'énergie extérieure. Donc voilà, c'est d'être acteur vis-à-vis de ces enjeux-là, de la valeur immobilière, du prix de l'énergie et de l'impact environnemental. Et ça, on en a de plus en plus conscience, non seulement pour mon expérience, moi j'accompagne les copropriétés, c'est vrai qu'en assemblée générale, on voit bien les mains se lever pour le projet de rénovation énergétique. On sent une écoute aussi. Voilà,
les gens voilà, sont plus prêts et on a une oreille beaucoup plus attentive et les aides financières nous aident beaucoup aussi là-dessus, il ne faut pas se leurrer. Parce qu'il y en a pour qui ne pourraient pas franchir le cap de l'investissement. Voilà, d'où voilà, une petite illustration d'une copropriété qui a été rénovée il y a peu, les Beaux Logis à Chambéry. Donc, on pourra détailler ce retour d'expérience. Il y en a d'autres, hein. Vous verrez sur notre site internet. Si vous êtes à la recherche de retour d'expérience sur les logements collectifs ou même individuels, vous pouvez vous rendre sur notre site internet asder.asso.fr. Vous retrouverez toutes les fiches de site et ça peut être intéressant pour, voilà, pour recueillir les informations au niveau des coûts, des entreprises missionnées et puis les solutions techniques retenues. Voilà. Alors après tout cela, comment isoler, comment procéder et comment commencer un projet de rénovation? Eh bien, en Maurienne, le réflexe, ça va être d'appeler la maison de l'habitat, d'avoir du coup Jean-Luc au téléphone ou encore mieux de venir le voir dans ce bureau dans lequel on est. Voilà, alors j'espère que vous allez pouvoir le voir et l'entendre. Je vous raconte tout ça. Bon, je vais enlever le masque, ce sera plus simple pour que vous puissiez m'entendre. En effet, en Maurienne, pour vous aider dans votre projet, il existe un lieu unique d'information, de conseil et d'orientation, la Maison de l'Habitat. En un endroit, vous trouverez des structures spécialisées qui vont vous apporter gratuitement leurs compétences. Des permanences sont effectuées en fait plusieurs fois par mois à la Maison de l'Habitat par des experts dans différents domaines. Ces permanences, vous allez pouvoir les trouver aussi au niveau, pour certains, de vos communautés de communes. Là, je vous présente les permanences au niveau de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, mais pour certains, cette compétence est aussi au niveau de la Maurienne sur l'intégralité de son territoire. Alors, on a des domaines très variés ici à la Maison de l'Habitat. Bien évidemment, la rénovation énergétique, avec la présence de la conseillère du service FAIRE, c'est-à-dire Sabine. Mais on a aussi une compétence de conseil juridique avec la présence de la juriste de la DIL. On a aussi du conseil en architecture et en urbanisme par la présence de l'architecte conseil. On a, pour les propriétaires occupants qui souhaiteraient faire des travaux de rénovation énergétique ou d'adaptation de leur logement au handicap ou au vieillissement, la présence d'un opérateur qui s'appelle Solia et qui va s'occuper des dossiers de demande d'aide au niveau des personnes qui sont éligibles aux aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. On a aussi la présence de la référente du dispositif Louer pour l'emploi, proposé par Action Logement, qui propose des aides financières pour des propriétaires qui souhaiteraient rénover leurs biens, et puis aussi des aides à la sécurisation du paiement de leur loyer et des assurances pour la dégradation, contre la dégradation du logement. On a aussi la présence d'un opérateur désigné qui s'appelle Urbanis et qui est missionné dans le cadre du logement des salariés du Lyon-Turin et qui propose aussi un accompagnement pour des dossiers de demande d'aide pour des propriétaires qui souhaiteraient rénover leur logement et le proposer en location pour les salariés du Lyon-Turin. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur ces aides un peu plus en détail pour vous donner quelques informations sur les modalités. Sabine, je te redonne la parole pour la suite. Oui, avec plaisir. Alors, du coup, l'accompagnement de l'ASDER. Donc, quand vous avez pris contact avec la Maison de l'Habitat, voilà, il vous a aiguillé vers un ou l'un de ces organismes qu'il a cités. Donc, si vous a renvoyé vers nous, on va vous orienter vers un projet en ambitionnant en fait une solution globale de rénovation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'énergie la moins chère l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc, on va déjà viser à faire un gros travail de sobriété énergétique avec un niveau d'isolation élevé, une efficacité énergétique en utilisant des systèmes performants. Et puis, au final, à la fin, pour l'énergie que l'on n'a pas pu se passer et qu'il va falloir subvenir, et on va utiliser, si possible, des énergies renouvelables.
Mais voilà, en fait, nous, notre logique, notre fil rouge, notre ligne conductrice sur laquelle on s'appuie pour délivrer notre conseil. Donc, c'est une démarche qu'on appelle Négawatt, issue de l'association du même nom. Voilà. Alors, pour les maisons individuelles, là, je vous ai mis un petit schéma des répartitions des niveaux de déperdition. Donc, la majeure partie des déperditions se fait par le toit, tout simplement parce que la chaleur monte et que du coup, on a un gros écart de température entre le volume chauffé et l'extérieur. Donc là, eh ben, plus le gradient de déperdition est élevé, plus le niveau de déperdition est fort. Donc, on a 30% des déperditions qui se fait par le toit. Ensuite, on va avoir 20% par les murs et la ventilation aussi, qu'il ne faut pas négliger, on le verra tout à l'heure, les fenêtres et le plancher bas. Et puis après, il peut y avoir les ponts thermiques. Alors, moins le bâtiment est isolé, moins il y a de ponts thermiques, puisque tout est pont thermique. Plus on va aller vers le logement performant, plus on va avoir des ponts thermiques, puisque le pont thermique, c'est une scission en fait de l'isolation. Donc, on va avoir une rupture du niveau de l'isolation, par exemple, sur un plancher intermédiaire. Donc, on va isoler l'étage, on va isoler le rez-de-chaussée, mais si on fait ça par l'intérieur du mur, eh bien, on va avoir une interruption au niveau du plancher, par exemple. Pareil, si on a un balcon, ben là, on va avoir une interruption du niveau d'isolation. Donc, c'est tous ces ponts thermiques que maintenant, on essaye de traiter, de considérer pour avoir une rénovation performante. Alors, quelques détails techniques par rapport à nos préconisations sur le niveau d'isolation de la toiture. Alors voilà, l'idée c'est avant de penser, parce qu'il y a des gens qui nous appellent en disant, voilà, je voudrais vraiment avoir une isolation performante et écologique. Alors tout d'abord, c'est performante. Performante, pour avoir quelque chose de performant, on va s'appuyer sur le coefficient de résistance thermique qui est indiqué avec le R. Donc ça, c'est à demander sur vos devis. Et dans tous les dispositifs d'aide financière, ils s'appuient sur cette résistance thermique. Puisqu'on peut avoir 20 cm de polyuréthane, on n'aura pas la même résistance que 20 cm de ouate de cellulose, par exemple. Donc, on s'appuie vraiment sur la résistance thermique de la couche d'isolation qui va être mise en place. Plus ce niveau est élevé, plus la résistance est forte, donc plus la paroi va être correctement isolée. Donc pour la toiture, on demande en plancher de comble ou de rampant de toiture une résistance thermique de 7,5 par exemple pour obtenir l'aide du département. Donc, c'est le département qui est le plus exigeant en termes de résistance thermique. Donc, c'est qui peut plus, peut moins. Quand on peut obtenir la subvention du département, on sera éligible à ne pas manquer pour l'aide nationale ou les certificats d'économie d'énergie. Voilà. Alors après, il y a aussi, donc pareil pour l'isolation du plancher bas, ça sera une résistance thermique qui fera foi. Donc il faut au minimum atteindre une résistance thermique de 4. Donc là, on voit quelqu'un qui projette une isolation qui sans doute est de la laine de roche. On voit pas mal ça. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir épouser les différentes aspérités du mur, enfin du plafond, du sous-sol, et puis enrober un peu les tuyaux, etc. Alors, on nous dit souvent, ah, mais s'il y a une fuite, s'il y a une fuite, normalement, on le voit. On peut très bien encapsuler des canalisations dans les dalles quand elles sont coulées. Donc, n'hésitons pas à encapsuler les canalisations des sous-sols. Voilà, hein, ça peut même être, et c'est conseillé, de calorifuger préalablement les canalisations dans le sous-sol, je veux dire hydraulique, chauffage et eau chaude sanitaire. Voilà, on peut voir aussi que ça descend un petit peu sur le mur afin de limiter le pont thermique que va générer le mur qui donne sur un volume non chauffé.
Voilà, l'idée, c'est vraiment, vous voyez, de mettre en place une bonne résistance thermique, mais de mettre en place correctement. Parce que c'est bien beau d'avoir 30 cm ou 20 cm d'isolation, il faut que ça soit continu. Et là-dessus, on appuie notre conseil. C'est vraiment, avant, on n'en parlait pas, mais tout ce qui est étanchéité à l'air. C'est comme si on imagine un super pull en laine, vous vous retrouvez en plein vent, et bien forcément, votre pull en laine, il sera vachement moins efficace. Et bien là, c'est pareil. On va faire attention à ce que ça soit étanche et à ce que toutes les parois soient correctement isolées et qu'il y ait le minimum de pont thermique. Donc, c'est là où nous, notre conseil, il va un petit peu plus loin, puisqu'on va au-delà des exigences pour obtenir les subventions. On donne aussi des points d'attention pour que vous ayez les outils pour consulter les entreprises après derrière. Voilà, nous, notre ambition, c'est vraiment que vous soyez outillés pour faire une bonne consultation des entreprises et avoir un regard un petit peu critique vis-à-vis de ce qui vous est proposé. Des éléments sur les caractéristiques techniques et financiers. On va vous donner des ordres de grandeur, de coûts, etc. Donc voilà pour les façades aussi. Alors là, les couleurs me font penser, mais on le verra après, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire, pour identifier les zones un peu plus froides ou les défauts de pont thermique, par exemple, on peut avoir recours à une caméra thermique. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça peut être un bon outil pour juger du niveau d'isolation d'un bâtiment qu'on vient d'acquérir et qui a typiquement été construit dans les années 1980-1990. Et là, il peut y avoir des ponts thermiques vraiment impactants. Donc ça peut être intéressant pour se rendre compte du niveau d'isolation. Voilà, alors sur ces diapos-là, c'est des exemples de réalisation de travaux. On voit en fait donc de l'isolation en panneaux de laine de roche. Alors là, ça c'est assez apprécié en copropriété, notamment du fait que c'est complètement ininflammable et que ça limite les déchets aussi en chantier. C'est plus qualitatif quand même de partir sur de la laine de roche que de partir sur du polystyrène, puisque le polystyrène, comme vous le voyez à l'image, là, il va être collé et chevillé. Donc, à chaque cheville, il va falloir faire un petit enduit. Donc, on va venir poncer cet enduit et les billes de polystyrène s'envolent dans la nature et voilà, c'est pas toujours très, très heureux pour l'environnement proche. Voilà, bon, en dehors de ça, voilà, il y a une caractéristique de propagation du feu qui est traitée par rapport à des bandes coupe-feu en laine de roche. Si on choisit une isolation en polystyrène, on va avoir des bandes de roche de 20 cm à tous les étages qui va éviter d'avoir une propagation du feu d'étage en étage. En dessous, ben, voilà, on voit des clichés pris à la caméra thermique. Donc, le mur violet, il a été correctement isolé, du coup, il est froid. Et avant travaux, on voit bien les ruptures du niveau d'isolation ou le manque d'isolation, parce que vu l'immeuble, je pense que c'était du doublage briquette. Bon, bah, à chaque interruption, eh bien, on va se retrouver avec un pont thermique qui est mis en évidence avec la couleur jaune. Là, ça sera des parties un peu plus chaudes. Donc là, on vient complètement réduire ce pont thermique en isolant complètement le pignon. Voilà, donc les ponts thermiques, je vous en ai déjà pas mal parlé. On va pouvoir un peu avancer. Ah, si, il y a juste ce point-là qui peut être intéressant. Je fais là sur la fenêtre à gauche, pardon. La fenêtre, eh bien là, on voit un petit panneau de fibre de bois qui attend d'être posé sur l'encadrement, puisque comme ça, on va avoir une bonne jonction entre l'isolation thermique extérieure du mur, qui est chevillé collé là, et le cadre de la menuiserie. Comme ça, on a les tableaux de menuiserie qui sont généralement maçonnés, qui vont être isolés et on va limiter fortement le pont thermique à ce niveau-là.
Donc ça, pareil, ce n'est pas demandé pour obtenir les aides financières et pourtant, c'est important pour parfaire les travaux. Est-ce que c'est mieux qu'un panneau bois simplement? Oui, c'est mieux parce que là, on est sur de la fibre de bois, donc elle encapsule plus d'air statique, que c'est l'air statique qui fait l'isolation. Donc, ça sera un petit peu plus performant, oui. Merci. Et puis, le panneau bois, quand il va être fixé, ben, derrière, il va peut-être y avoir une lame d'air où il ne va pas complètement épouser en fait, le support et il se peut qu'il y ait une infiltration d'air. Enfin, voilà, là, au moins, on est sûr qu'il est collé et qu'il épouse bien le support. Ensuite, il y a le remplacement des menuiseries. Alors, c'est peut-être pas ensuite, ça aurait été normalement préalable, puisque, comme on l'a vu sur la diapo d'avant, il y a le retour sur les menuiseries. Donc, c'est préférable de remplacer les fenêtres avant de faire une isolation des murs par l'extérieur. Donc ça, c'est intéressant puisque du coup, on va pouvoir dire à notre menuisier, ben voilà, je veux remplacer mes fenêtres, j'aimerais une dépose totale, c'est-à-dire repartir de la maçonnerie. Et plus tard, ou en même temps, j'envisage une isolation thermique extérieure des murs, donc un retour sur les tableaux de fenêtres. Eh bien, s'il vous plaît, monsieur le menuisier, mettez des cadres un peu plus épais afin que j'ai assez de place pour faire le retour des tableaux. Et donc là, il faut prévoir 4 cm à peu près. Alors vous allez dire, ah ben, ça rogne le clair de jour. Effectivement, ça rogne sur le clair de jour. Alors on peut jouer à faire, avant c'était double vantaux, et bien là on va faire qu'un seul ventail afin de gagner en clair de jour. Voilà, des petites astuces comme ça, mais c'est vrai que il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai qu'on perd un peu en clair de jour en ajoutant de l'épaisseur à l'extérieur et puis en réduisant aussi un petit peu l'ouverture au niveau du tableau. Voilà, alors ce qu'on disait, voilà, là c'est une vieille photo hein, à gauche d'une chaufferie que le chauffagiste ou enfin l'installateur avait pris grand soin de peindre pour identifier les tuyaux de chauffage chaud et les retours froids. Bon, ben, c'est joli, mais c'est assez déperditif. Bon, maintenant, voilà, on a des tuyaux correctement calorifugés. On va isoler tout dans la chaufferie, les échangeurs, bien sûr, mais maintenant, on isole les vannes, on isole les pompes. Tout est prévu par les fabricants pour calorifuger comme il se doit ces organes de distribution. Alors, la ventilation, voilà, c'est un point important puisque plus on va vers le logement performant, plus on va avoir des logements qui sont étanches à l'air et du coup qui sont confinés. Du coup, il faut prévoir de manière indispensable en fait un système de renouvellement d'air efficace, puisqu'on se fait vite avoir avec le dégagement de l'humidité, puisque une famille de 4 personnes, pour vous dire, c'est à peu près 10 litres de vapeur d'eau par jour, entre voilà, la cuisson, les douches, les machines à laver, mais surtout, il y a aussi des émanations de COV. On se fait voilà, tout savoir hein, sur les habits, les cadeaux, la cuisson, le ménage, les parfums, enfin voilà, notre quotidien est entouré de senteurs. Et ben, qui dit senteur dit cove. Et du coup, il est important de renouveler l'air par rapport à cette humidité, voilà, la qualité de l'air intérieur. Et comme on va faire un logement qui est confiné, ben, comme on passe du temps quand même dans sa chambre, hein, 8 à 10 heures par jour, c'est important d'avoir un renouvellement d'air efficace pour éviter tout maux de tête, etc., ou tout problème d'humidité, de condensation. Alors, je sais qu'en Maurienne, en altitude, il n'y a pas de problème d'humidité, mais voilà, j'alerte quand même sur cette qualité d'air qui voilà, ne se voit moins que des phénomènes de condensation, mais il n'empêche qu'ils existent. Donc, pour la santé, c'est important et pour faire ça, on va dire en bon gestionnaire ou en conscience des enjeux. Alors, il y a différentes solutions pour ventiler, renouveler. L'idée de base, hein, c'est d'avoir un air frais et propre là
on est le plus souvent, chambre et séjour, et puis d'avoir une évacuation de l'air vicié, tout ce qui est WC, salle de bain, cuisine. Donc un balayage complet du logement. Alors ce que l'on voit le plus souvent, c'est la VMC simple flux avec des entrées d'air en partie haute des fenêtres. Alors nos interlocuteurs ont quelquefois du mal à comprendre, à faire une isolation super, à mettre du double, voire du triple vitrage et après à faire des trous. Mais qu'est-ce que vous me dites? Ben si, en fait, voilà, c'est indispensable pour acheminer un air propre et neuf aux occupants. Alors, on peut utiliser une VMC double flux, mais honnêtement, en rénovation, c'est pas tellement conseillé puisqu'on va se compliquer la vie à mettre un deuxième réseau de gaines pour acheminer l'air propre dans les pièces chambre et séjour et c'est assez onéreux et c'est assez compliqué à entretenir, etc. Donc, au moins, assurer nos arrières avec une VMC simple flux de 1 500 €, 1 500 € contre une VMC double flux de 8 000 €, quoi. Et après, l'entretien, c'est pas la même chose. Donc, voilà, on est sur quelque chose de simple avec la simple flux. Voilà. Donc, d'où l'importance, vous voyez, à chaque fois quand on va aborder un poste de travaux, eh bien, on va penser à des interactions ou des liaisons avec d'autres postes. Donc, on pense par exemple aux menuiseries. C'est souvent un poste qui revient, qui vient quand on parle de rénovation. Premier poste à changer. Eh bien, quand on pense menuiserie, il va falloir penser à la ventilation. Est-ce que je vais mettre des entrées d'air en partie haute des fenêtres ou est-ce que je vais faire une VMC double flux, par exemple? Mais généralement, voilà. Donc, il faut bien le préciser aux menuisiers qu'ils le savent. Enfin, ils le savent, mais des fois, ils l'oublient sur les devis. Donc, voilà, faut bien être vigilant là-dessus. Donc, avoir ça en tête. Donc, on va penser ventilation, puis on va penser isolation du mur. Est-ce que je fais par l'intérieur? Est-ce que je fais par l'extérieur? Dans quel cas, il va falloir prévoir un cadre un petit peu plus large. Vous voyez, et puis après, quand mes fenêtres seront changées, ben, ma régulation va aussi tenir compte de ça. Je vais pouvoir abaisser ma courbe de mon départ de température d'eau. Du chauffage. Donc voilà, tout est lié. Et nous, notre ambition, c'est de mettre tout ça en réflexion. C'est pour ça que quand vous nous appelez ou quand on vous a en rendez-vous, on va faire vraiment un interrogatoire. On va balayer votre logement avec qu'est-ce qu'on a en toiture, en mur, etc. pour avoir une vision globale, hiérarchiser les travaux, mais savoir aussi les interactions des différents lots. Parce qu'effectivement, après, ben, ça va être difficile de faire machine arrière. C'est ce qu'on appelle tuer le gisement. Tuer le gisement, c'est quand on va mettre, je grossis le trait, mais si on fait une isolation thermique extérieure et que l'on met que 5 cm d'isolation sur les murs, eh bien, ça sera super difficile plus tard d'avoir, de réinvestir pour mettre une isolation en bonne et due forme, celle qui sera vraiment efficace, c'est-à-dire de 20 cm. Donc, pour rattraper les 15 cm manquants, eh bien là, on va vraiment payer le prix fort et ça sera économiquement non viable. Donc, il faut vraiment réfléchir en amont de manière globale. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à réactiver vos micros. Voilà, alors on prête un thermokit dans lequel vous trouverez la caméra thermique, la fameuse, qui met en évidence les ponts thermiques, le wattmètre, un thermomètre, hygromètre et puis un débitmètre, c'est celui qu'on voit, le petit bac, le bocal bleu. Voilà, à chaque fois, vous avez une fiche explicative sur le matériel et une petite formation quand vous empruntez le thermokit. Alors, ce prêt, il sera proposé pour le territoire de la Maurienne, pour le territoire de la 3CMA plutôt. Ouais. Voilà, pour la 3CMA début 2022. C'est ça. C'est ça. Voilà, il y en a un qui est en cours ou qui va être proposé auprès de la communauté de communes de Saint-Avre, la fin d'année 2021. Voilà. Alors, pour l'emprunter, il faut faire une réservation auprès de la maison de l'habitat ou à l'ASDER, suivant le territoire.
Voilà, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un bon outil. Donc, vous l'empruntez, vous faites vous-même les clichés, une cinquantaine de clichés. Quand vous rendez le thermokit, eh ben, vous prenez rendez-vous avec un conseiller pour qu'on analyse ensemble les clichés pris et puis qu'on fasse un petit peu un état des lieux de ce qu'il faudrait faire et comment s'y prendre, etc. Donc, vous êtes accompagné sur l'analyse de ces clichés. Voilà. Il y a un chèque de caution, mais sinon, le prêt, voilà, c'est gratuit. Alors, l'accompagnement de l'ASDER, enfin, les différents accompagnements. Donc, nous, quand vous avez pris un premier contact, soit à la maison de l'habitat, soit avec l'ASDER, on va vous programmer un rendez-vous avec un conseiller. Alors, il y a des permanences décentralisées hein, sur tout le territoire de la Maurienne, à Saint-Avre, Modane, Saint-Julien-Mont-Denis, Saint-Michel, Saint-Michel, Saint-Étienne-de-Cuy. et Saint-Étienne-de-Cuine, et puis Saint-Jean-de-Maurienne. Il n'y a pas Saint-Julien-Mont-Denis, non. Voilà, donc vous aurez, je ne sais pas si je les ai mis après, les permanences, mais en tout cas, vous les retrouverez, voilà. Si je peux vous poser une question. Oui, bien sûr. Si vous voulez revenir en arrière, là, la diapositive juste précédente. Oui. Ah, je ne vous entends plus. Voilà, il faut que j'appuie sur la barre d'espace. Oui, nous, on est en cours justement d'analyse de notre dossier et ça veut dire que, si vous voulez, quand on va soumettre nos devis à vos équipes, elles vont nous dire, bon, ça c'est bon, on peut continuer, ou là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, exactement. On analyse les devis avec vous. On vous dit, voilà, là c'est bien, il a mis la bonne résistance thermique. On vérifie s'il est RGE. Donc ça, c'est voilà, les trucs indispensables. Et puis après, on va regarder si il traite les tableaux de fenêtre. On va regarder le prix. On va regarder voilà, d'autres petits points pour analyser avec vous et vous donner les clés de l'analyse de ces devis. D'accord. Donc là, quand même, on a des conseils qui sont importants, là. On espère. Ah oui, parce que vous savez, nous on ne les connaît pas, les entreprises. Oui, alors voilà, nous, les gens attendent aussi qu'on leur dise, choisissez celui-ci, nous, ou allez voir un tel ou un tel. Donc nous, on reste neutre, on va dire, hein, puisqu'on ne mène pas d'enquête sur le travail réalisé sur les entreprises, donc on ne peut pas vous dire, ah oui, celui-là, il travaille bien, celui-là, non. Non, on ne fait pas. On fait juste l'analyse des devis, les avantages, inconvénients, et puis les points à questionner, en fait, à soumettre à l'artisan. Et quelquefois, voilà, Par exemple, il y a quand même un système de contrôle qui nous semble intéressant parce que, bon, nous, on est rentré dans le cadre du Lyon-Turin. Oui. Et si vous voulez, de ce fait, on a besoin d'un maître d'œuvre. Et en quelque sorte, on aura les conseils en termes d'économie d'énergie par vos services. Et le maître d'œuvre, il est là pour voir si c'est fait comme il faut, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Hein? Je ne me suis pas Oui. trompé. Non, c'est ça. Nous, on va regarder tout ce qui est éligibilité aux subventions. Puis après, votre maître d'œuvre, lui, voilà, il va s'engager sur la partie technique, opérationnelle de réalisation, Okay, quoi. Alors, donc, à travers ce rendez-vous, donc en 1 heure de temps, on va essayer, on essaye de relever le défi, de dresser un état des lieux de votre bâtiment, de votre logement, de voir, d'avoir une idée avec vous de votre budget, de budgétiser les postes. Donc, si on a fait une isolation thermique extérieure, les murs, la ventilation, etc., on va essayer de chiffrer et de regrouper ça en lots de travaux et de voir, suivant si on fait étape par étape pour rénovation globale, est-ce qu'on va mobiliser tel ou tel dispositif d'aide financière pour vous donner un montant des aides financières associées à telle ou telle action. Donc, il y a différents parcours après cela. Quand on a hiérarchisé les travaux, eh bien, selon si vous voulez une rénovation performante, suivant vos conditions de ressources également, donc c'est-à-dire pour les ménages modestes ou très modestes. Donc, ça, on vous donnera les conditions de ressources. Si elles ne sont pas sur la présentation, elles seront sur notre site internet ou dans nos différentes plaquettes.
voilà, en fonction de votre revenu fiscal de référence, du nombre de personnes dans le foyer, on va déterminer si vous faites partie des ménages très modestes, intermédiaires ou aisés. Donc, si vous faites partie de ces deux catégories-là, on va vous renvoyer vers l'opérateur que mentionnait tout à l'heure Jean-Luc, qui est Solia, comme Solidarité Habitat. Donc là, bon, je n'ai pas eu le temps de changer aujourd'hui, c'est Madame Saint-Sophie, donc j'ajusterai. Voilà, et elle va prendre en charge votre dossier, puisque pour mobiliser ce dispositif de rénovation performante à moins 35% qui s'appelle sinon Habiter mieux sérénité, eh bien, ils vont venir sur place et vérifier que les travaux pressentis permettent bien d'atteindre un gain énergétique de 35% pour mobiliser le dispositif. Donc, voilà, ils vont simuler sur logiciel les actions de travaux. Et si vous rentrez, donc, vous atteignez ce gain énergétique de 35%, ils vont mobiliser pour vous les différents financeurs, à savoir l'État, donc Habiter mieux sérénité. Enfin, c'est le dispositif Habiter mieux sérénité porté par l'État. Après, il va y avoir le département, il va y avoir éventuellement la communauté de communes, il peut y avoir les caisses de retraite. Enfin, voilà, ils vont faire vraiment le tour des financeurs pour vous. Donc, vous n'aurez qu'un seul dossier de demande de subvention, enfin, un interlocuteur, qui mobilisera pour vous les différents financeurs. Donc, ça, c'est vraiment précieux. Mais ce n'est pas… Et ça, c'est valable quelle que soit la situation fiscale du demandeur. Non, justement, c'est ce qui est écrit, c'est modeste et très modeste. Voilà, c'est pas pour tous, c'est pour les ménages les plus faibles. Voilà, il faut avoir quand même une ambition de travaux assez conséquente pour permettre d'atteindre 35% de gain énergétique. Donc, ce qui peut être fait si vous faites remplacement des fenêtres, ventilation, vous changez le système de chauffage et vous isolez le plancher bas ou le plancher haut, bon, ben là, ça peut être atteint. Donc, on va vous orienter vers Solia et vous serez ainsi pris en charge par eux. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, pour 2 personnes, il ne faut pas dépasser 28 000 € de revenu fiscal de référence. Et là, si vous êtes en dessous de ce seuil-là, eh bien, vous pouvez vous faites partie des ménages modestes. Et après, vous allez donner un petit peu les aides attendues, enfin les aides possibles en fonction des revenus fiscaux de référence. Voilà, c'est ça. Nous, actuellement, où on est en train de monter ça, on est dans le brouillard complet. Voilà, et ben notre premier rendez-vous, là, le rendez-vous avec un conseiller va permettre de savoir effectivement vers quel dispositif vous allez aller. Donc, soit vos conditions de ressources vous permettent de mobiliser Habiter mieux sérénité, on vous renvoie vers Solia. Ou alors, vous faites partie des ménages intermédiaires ou aisés. Donc là, vous pouvez mobiliser, vous ambitionnez une rénovation globale qui permet d'atteindre 55% de gain énergétique. Alors, vous pouvez être accompagné par un bureau d'études énergétique. Et là, par contre, la prestation, elle est payante. Elle est de l'ordre de 700 à 850 € pour vérifier que votre lot de travaux permet bien d'atteindre 55% de gain énergétique et permet d'obtenir des aides plus conséquentes au niveau de l'État et des certificats d'économie d'énergie. Et comment ça se fait qu'on ne nous a pas parlé de tout ça? Est-ce que vous avez déjà eu un conseiller, un rendez-vous? C'est avec le rendez-vous que vous avez ces informations-là. On va vous orienter vers l'interlocuteur, voilà, qui peut être après aussi l'ASDER. Parce que si vous avez une rénovation ambitieuse, mais bon, on n'atteindra certainement pas les 55%, voilà, ou c'est juste un poste, ou juste vous avez besoin de maturer votre projet, on peut aussi vous proposer un accompagnement plus poussé, mais toujours gratuit, de l'ASDER, où on va faire une visite sur place et on va faire une simulation thermique
Donc, on va faire un calcul thermique, mais simplifié, qui n'aura pas de valeur réglementaire, pour vous aiguiller un petit peu plus finement dans le choix de vos travaux. Donc, ça peut être intéressant si vous avez voilà, un projet un petit peu atypique. Voilà, un logement, enfin un rez-de-chaussée que vous voulez transformer en logement, ou alors juste une partie que vous voulez isoler, ou alors changer le système de chauffage et que quelques fenêtres. Enfin, voilà, quand c'est un peu morcelé, eh bien, on peut avoir recours à cet accompagnement. Voilà, pour vous accompagner après vers les devis. Alors, à chaque fois, à la suite des devis, vous pouvez encore mobiliser l'ASDER. Donc, ça, c'est la petite flèche en rouge pour avoir justement une analyse sur les devis reçus, ce qu'on disait tout à l'heure. Et vérifier, confirmer le plan de financement, les différents dossiers de demande de subvention à monter, et pour voilà, vérifier et après, vous soyez serein vers la mobilisation des financeurs. Quand vous avez mobilisé les financeurs, à ce moment-là seulement, vous pouvez signer les devis. Hein. On demande les financements avant de signer les devis, parce que sinon, les financeurs, ils voient un devis signé, ils se disent, ils n'ont pas besoin de mon argent pour faire les travaux, vu qu'ils se sont déjà engagés. Donc, je ne les soutiens pas. Voilà, il faut vraiment présenter des devis non signés. Mais si vous voulez, si je me permets d'intervenir, c'est que les démarches qu'on a faites nous ont pas laissé envisager toutes ces possibilités. On va donc se renseigner parce que on n'a pas eu du tout ce point de vue. D'accord. Eh ben, on essayera d'y répondre, de bien vous orienter. Voilà, les différentes possibilités. Puis sinon, si voilà, c'est clair et net, vous voulez juste mettre un poêle à bois ou remplacer votre chaudière, vous savez déjà, on va vous orienter vers les artisans, donc directement vers les devis. On sera quand même à votre disposition pour les analyser et monter les dossiers de demande de subvention. Ça reste vous qui montez les dossiers de demande de subvention. Nous, on n'est que conseillers. Voilà. Là-dessus. Mais n'hésitez pas, on répond à la sollicitation. On ne viendra jamais vous chercher. En revanche, on essaie de répondre toujours favorablement à la sollicitation. Voilà, donc là, c'est les permanences décentralisées. On va pouvoir avancer un petit peu. L'accompagnement en copropriété est un petit peu plus simple. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui sont en copropriété. Est-ce que vous pouvez juste me dire, parce que sinon, oui, nous, on est en copropriété. Je passe cette partie-là. Nous, par exemple, moi, je vous posais des questions. On est en copropriété en ce sens que on est en train de rénover une maison qui appartenait à plusieurs propriétaires et on a racheté les autres appartements, mais on n'a pas détruit la copropriété. Donc, on est toujours en copropriété. D'accord. Alors, c'est peut-être pour ça que vous ne vous sentiez pas tellement concerné par les accompagnements que je viens d'expliquer. Puisque... oui, je ne comprenais pas parce que nous, en fait, je vais voir là si là, ça me répond. Si ça correspond mieux, c'est ce que vous avez. Ouais, là, c'était pour le logement individuel. Là, pour la copropriété, c'est un petit peu différent en termes d'accompagnement. Donc, on a une première phase donc, de prise en main de la copropriété. Vous nous appelez, voilà, vous faites partie du conseil syndical. Oui, les permanences, elles sont sur notre site internet aussi. Donc, en fait, le conseil syndical nous sollicite. On va faire une visite sur place, on prend en main la copropriété, on rencontre le syndic également. Et donc, si la copropriété est intéressée pour étudier des travaux permettant un gain énergétique de 35%, mais toujours avec une ambition d'objectif, ça c'est les aides de l'État. Elle nous demande de travailler en objectif de gain énergétique. Donc, la copropriété, il faut qu'elle dise « Ah bah oui, moi ça m'intéresse ». Donc, pour mobiliser notre action, il faut qu'elle signe un petit acte d'engagement et juste qui n'engage à pas grand-chose, si ce n'est à s'intéresser à cela.
On vient puis on l'accompagne sur comment s'y prendre pour rénover une copropriété, votre copropriété, quelles seraient les actions à mener, est-ce que c'est l'isolation des murs, la ventilation, enfin tout ce qu'on vient de voir. Et puis, souvent, en copropriété, il faut s'appuyer sur une équipe de maîtrise d'œuvre qui a différentes compétences architecturales, architecture, économiste de la construction, bureau d'études fluides, thermiques. Et donc, cette équipe de maîtrise d'œuvre va prédéfinir avec une phase avant-projet exactement le nombre de mètres carrés à isoler, le système de volets roulants à retenir, le traitement de tel et tel pont thermique. Enfin, bref, il va étudier très finement le programme de rénovation. Donc ça, c'est la phase avant-projet. Après, il va consulter les entreprises et ensuite seulement on va passer aux travaux. Donc là, nous, l'ASDER, notre plus-value, c'est vraiment de vous accompagner sur cette mobilisation de l'équipe de maîtrise d'œuvre, vulgariser un petit peu la thématique, mobiliser les subventions quand il le faut. Voilà, on est votre tiers de confiance finalement sur le programme de rénovation et le tuilage avec l'équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà, donc ça aussi, c'est un accompagnement qui est gratuit pour la copropriété. En revanche, après, il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est ça, AMO, donc qui est demandée par l'État. Donc, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça peut être Solia, ça peut être Urbanis, ça peut être aussi le cabinet Bonin de Marquis. Donc, ces organismes-là, ils vont monter les dossiers de demande de subvention MaPrimeRénov' copropriété, C2E ou des aides locales pour vous. Mais là, c'est une prestation qui est payante pour la copropriété. Voilà. Donc, c'est un petit peu pris en charge par l'État, mais voilà, l'État oblige à mettre en place, à avoir recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour monter les dossiers de demande de subvention, ce qui n'est pas plus mal parce que c'est vrai que ce n'est pas que le job du syndic, c'est vraiment une compétence à part. Et voilà, donc c'est obligatoire. Voilà. Et il faut avoir donc 75% de résidence principale. Donc, si vous habitez dans une copropriété en montagne, en station, là, l'ASDER ne pourra pas vous accompagner. Attendez, 75% de résidence principale, c'est-à-dire? Alors, on peut très bien avoir un propriétaire bailleur, hein, ça peut très bien être des locataires, mais il faut que ça soit occupé en tant que résidence principale. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. On ne peut pas avoir du logement secondaire, de la résidence secondaire ou de loisirs. Ça ne rentre pas. Oui, il faut que ce soit une résidence principale. Voilà. Ah oui, donc, nous, en fait, on a été mis en relation avec Urbanis. Urbanis, c'est l'AMO, quoi. Oui. Voilà, d'accord. Il peut avoir une prestation d'AMO. Il faut lui demander, voilà. D'accord. Alors, voilà, j'en ai terminé pour les phases d'accompagnement, l'échelle individuelle ou pour les copropriétés. Je vais vous toucher 2 mots des aides financières. Donc, toujours soumise à la condition de faire appel à des entreprises agréées RGE. Si vous faites vous-même les travaux, ça ne fonctionnera pas. Et puis, il faut respecter des critères techniques d'éligibilité, un minimum d'isolation et d'efficacité thermique. Lorsque vous avez ces 2 points-là, vous avez droit à une TVA à 5,5 au lieu de 10%. Vous avez droit également au certificat d'économie d'énergie. Donc ça, c'est de droit commun. Vous n'avez pas besoin de justifier ni de résidence principale, ni de conditions de ressources. Le certificat d'économie d'énergie et la TVA à 5,5. Après, suivant les caisses de retraite, voilà, ça peut varier. Donc ça, on ne maîtrise pas, mais renseignez-vous si vous êtes concerné à appeler votre caisse de retraite et savoir vos droits et vos possibilités de subvention. Puis pour les propriétaires bailleurs, vous pouvez déduire les travaux des revenus fonciers. Si vous avez des déficits fonciers, vous pourrez les décaler les années suivantes. Donc ça peut être également intéressant pour vous. Alors, MaPrimeRénov' copropriété, j'en ai parlé un petit peu. Voilà, obligation d'avoir recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est une aide collective, donc qui est attribuée en fonction du nombre de logements.
C'est à hauteur de 25% du montant total hors taxe, plafonné à 15 000 € hors taxe par logement. Donc, ça fait 3 750 € par logement, répartis en fonction des tantièmes. Voilà. Donc, il se peut, si vous avez un grand appartement, que vous touchiez un petit peu plus de 3 750 € et inversement. Donc, c'est demandé par le syndic, enfin, par l'assistance à maîtrise d'ouvrage et pour le compte de la copropriété. Alors là, c'est les critères des conditions de ressources. C'est vrai que j'aurais pu les placer un peu plus tôt parce qu'on en a parlé, hein, très modeste et les aides du département de la Savoie. Voilà. Donc là, c'est le tableau de droite, c'est en fonction de votre revenu mensuel. Et le tableau de gauche en gris, c'est le revenu fiscal de référence que vous trouverez sur votre dernier avis d'imposition, c'est-à-dire sur les revenus de 2020. Ils sont pas très élevés, hein, vos plateaux, vos revenus de référence. Enfin. Oui, alors bon, on entend beaucoup dire qu'on aide un petit peu quel que soit le revenu, mais on n'a pas l'impression à vous écouter là. Ça correspond quand même à une bonne frange de la population. C'est calculé pour représenter quand même une certaine partie. Voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais voilà, c'est quand même une bonne frange de la population pour tout ce qui est modeste et très modeste. Et ça, nous, on en prend bien conscience au quotidien. Quand vous dites nombre d'occupants, 5, ça veut dire quoi sur le plan pratique? Ça, je ne comprends pas bien. C'est 5, ben, c'est par exemple un couple avec 3 enfants. C'est le nombre d'occupants ou le nombre de personnes composant le ménage. Voilà. Alors, voilà, en fonction de ces conditions de ressources, vous allez pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov' individuelle. Donc là, il y a une plaquette que vous retrouverez sur notre site internet. Souvent, quand vous allez nous appeler, une des premières questions qu'on va vous poser, c'est quel est votre revenu fiscal de référence et combien il y a de personnes dans le ménage pour pouvoir vous classer, entre guillemets, voilà, sur ces différentes catégories. Alors, avec MaPrimeRénov', voilà, c'est bleu, jaune, violet et rose pour les plus aisés. Voilà, le conseil départemental de la Savoie qui attribue une subvention de manière forfaitaire et puis le territoire de la 3CMA. Donc là aussi, des aides forfaitaires qu'on prend soin donc, de vous énumérer et chiffrer en vue de vos travaux. Afin que vous ayez le plus d'informations possible concernant des critères techniques et financiers. Du coup, je reprends la parole pour compléter les aides que vous a présentées Sabine. Sabine vous a présenté ce que j'appelle les aides classiques. En plus de ces aides classiques, il existe sur le territoire de la Maurienne des aides exceptionnelles qui ont été mises en place dans le cadre du logement des salariés du Lyon-Turin. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les modalités et tous les taux de ces différentes aides. Je pense que je pourrais juste, sur ce point-là, tenir encore 45 minutes. Ce n'est pas l'objet de cette présentation. Je vais juste vous présenter un exemple pour vous ayez en fait le montant des aides possibles grâce à ces aides. Alors, je prends un exemple, c'est un T3 de 65 mètres carrés qui a été rénové sur Saint-Jean-de-Maurienne. Alors, l'état initial, le logement était très dégradé. Il était avec une étiquette énergétique de niveau F. Le propriétaire a fait beaucoup de travaux pour pouvoir monter jusqu'à l'étiquette niveau D. Il a pu ainsi réaliser un gain énergétique de 55%. Il a notamment refait l'isolation des parois opaques, il a remplacé les menuiseries, il a installé une VMC et il a changé le mode de chauffage. Voilà le montant des travaux. Pour tous ces travaux, il en a eu pour presque 50 000 €. Sur ces 50 000 €, on a pu financer presque 40 000 €, soit un taux de subvention qui atteint les 80%. Dites-vous que dans tout Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas un secteur
autant aidé que la moyenne pour les propriétaires bailleurs qui souhaiteraient rénover leurs biens et le mettre en location pour les salariés du Lyon-Turin. Avec les aides classiques que vous a présentées Sabine, pour un propriétaire bailleur, vous allez vite plafonner à 30% d'aide. Là, vous avez un niveau qui est vraiment supérieur et qui est vraiment que je qualifierais d'exceptionnel. Alors, si vous voulez plus d'informations sur ce dispositif, je ne saurais trop vous conseiller de me contacter à la Maison de l'Habitat pour que je vous explique tous les détails de cette aide. Attention, ces aides, pour pouvoir en bénéficier, il va vous falloir un gain énergétique d'au moins 35%. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur un projet simple de changement de fenêtre. Il faut aller sur un projet relativement conséquent. Autre chose qu'il faut absolument avoir en tête, ces aides ne sont pas conditionnées aux ressources du propriétaire. Ah, ça c'est très important. Tout à fait. Est-ce que ça s'applique aussi à des collectivités locales, ce genre d'aide? Alors, cette aide-là, dans le cadre du Lyon-Turin, pas du tout. C'est uniquement pour des propriétaires privés. D'accord. Je ne m'attarde pas plus sur ce point. Je laisse la parole pour finir à Sabine. Alors, pour finir, du coup, moi aussi, je vais vous faire part d'un retour d'expérience, donc d'une maison, comment on va l'appeler, maison Charlier. Donc, c'est une maison individuelle qu'on vient de faire visiter, parce qu'en fait, on a un programme également d'animation où on ouvre les portes des chantiers exemplaires. Donc là, c'est un retour d'expérience d'une maison donc sur Chambéry, qui a procédé à l'isolation thermique de ses murs. Donc, en haut, c'est avant travaux et en bas, c'est après travaux, hein, en photo. Donc, on voit qu'ils ont irradié, qu'ils ont coupé en fait les petites monnaies nature des encadrements de fenêtres pour traiter ces ponts thermiques-là. Ils ont fait les encadrements de fenêtres. Ils ont procédé aussi au remplacement des fenêtres. Ils ont mis en place un système de ventilation mécanique centralisée. Ils ont changé la vieille chaudière fuel par une chaudière gaz à condensation. Ils ont isolé les combles et isolé le plafond du garage. Donc, ils en ont eu pour dans les 60 000 € pour la rénovation globale de cette maison, qui a changé de classe énergétique. Il l'avait achetée en F en 2020. Et puis là, suite aux travaux, ils sont à 144 kWh par mètre carré par an, soit une classe énergétique C. Donc, ils ont fait un sacré bond en fait sur l'étiquette. Et ils ont pu bénéficier d'aides diverses, à savoir l'aide locale de Grand Chambéry, l'aide TES qui est le département, l'aide du département, les certificats d'économie d'énergie, l'aide MaPrimeRénov', l'aide de l'État. Et il y a également une aide de GRDF pour le raccordement au gaz, exceptionnellement sur ce territoire aussi. Donc finalement, ils arrivent à 29 000 €, soit presque 50% du montant des travaux, avec du coup des conditions de ressources intermédiaires, voilà, classiques, mais pas ni modestes ni aisées. Donc, ce qui leur a permis de concrétiser leur projet. Voilà, ils nous le disaient encore, c'était samedi, voilà, c'est le projet de leur vie et sans ces aides, ils n'auraient pas mené ce projet de rénovation globale. Et quand vous avez des balcons qui font des gros ponts thermiques? Alors là, ils ont conservé le balcon. Ouais, on ne peut pas traiter les balcons, à moins de les scier et d'en créer des nouveaux, mais là, on explose un peu les budgets. Alors, ça dépend du programme des maîtres d'ouvrage, hein. Il y en a qui franchissent le pas, mais d'autres, voilà, pour des questions aussi, des fois, de surface, de transformer le balcon en terrasse, mais souvent, c'est conservé. Et on a un pont thermique. Voilà, après je vais vous présenter pour finir la copropriété Les Beaux Logis qui a procédé à une rénovation, alors qui est également sur le secteur de
de Chambéry. Bon, on en a des plus proches, mais on n'en a pas spécialement encore en Maurienne. Donc, n'hésitez pas à nous faire part si vous en connaissez qui nous auraient échappé. Voilà. On a peu de retours d'expérience finalement sur la Maurienne, mais ça ne saurait tarder. Donc là, c'est une copropriété de 63 logements datant des années 60. Vous voyez, les premières réflexions, c'était en 2010. Et puis, la livraison des travaux s'est faite en 2020. Hein. Donc, la copropriété, c'est un maître d'ouvrage avec beaucoup d'inertie. Il va falloir avoir pas mal de pédagogie. Enfin, tout le monde, en fait, recueille l'information. Donc, voilà, ça prend un petit peu de temps. Il y a des autres accompagnateurs aussi avec le cabinet de maîtrise d'œuvre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, ils ont fait appel à un premier cabinet qui était le cabinet Fort. Et puis après, ils ont fait une nouvelle étude avec Philippe Tessou en 2017. Voilà, et finalement, ils ont pu obtenir, en plus, ils ont changé leur plan de financement en cours de route parce que les aides ont changé. C'est aussi ça, l'accompagnement en copropriété. Ce que l'on dit à un moment donné, ben, le temps de prendre la décision n'est peut-être pas plus d'actualité. Donc, il faut revoir le tir. Voilà, en tout cas, quand les travaux sont votés en Assemblée générale, ça entérine les aides financières à l'instant T. Voilà, donc quand vous prenez une décision, tout de même, vous êtes sur des subventions. Voilà ce que je peux vous dire sur cette copropriété où donc il y en avait en gros, hein, c'est les prix qu'on constate, c'est de l'ordre de 20 000 € par logement. Là, voilà, c'est dans les 19 800 €, tout compris avec les différents honoraires de maîtrise d'œuvre, d'assurance dommage ouvrage, des honoraires syndics, etc. Alors là, ils ont pu faire un gain énergétique de 35,8% et des aides à hauteur de 12%. On n'indique pas ici les aides individuelles, vous comprendrez voilà, par rapport au fait que les gens les perçoivent et qu'on ne les connaît pas forcément. Voilà, voilà. Donc, également un gain au niveau de l'étiquette climat. Ils sont passés de 20 à 13 kilos de CO2 par mètre carré par an. Voilà. Alors, des photos avant et après travaux. Donc, il y a un certain relooking aussi du bâtiment. Alors, pas forcément qu'il va se vendre plus cher, malgré que, bon, bah, on l'a vu, hein, normalement 7%, enfin plutôt 3%, là en l'occurrence. Mais il va se louer plus facilement, plus rapidement et mieux. Voilà, et il va pas, parce que comme on le voit hein, dans les rues, il y a comment on peut dire ça, une hétérogénéité en fait du parc, puisque il y a des logements très énergivores et puis il y a des logements qui viennent d'être construits, qui sont bâtiments basse consommation. Donc vraiment maintenant le client, ben, il peut choisir entre un bâtiment performant ou non. Et c'est ça qui fait que ben, on va déprécier un logement qui a des charges élevées et un inconfort aussi. Donc voilà, c'est aussi ça fait tache d'huile, hein, les bâtiments performants, voilà, ça tire vers le haut le parc et c'est tant mieux. D'autres photos de cette réalisation, des photos de chantier et réalisation finale où on voit en fait le traitement des monnaies nature. Et donc, pour en revenir à des éléments très pratiques, on parlait tout à l'heure de l'épaisseur de l'isolation extérieure. Il y a des normes maintenant, c'est-à-dire que voilà, pour faire une isolation extérieure, pour avoir droit à une subvention, il faut que l'épaisseur de l'isolation ou le matériau soit de tel type. Voilà, il va falloir déjà atteindre une certaine résistance thermique, comme je le disais tout à l'heure. Alors, les aides de l'État, elles demandent une résistance thermique de 3,7, le département de 4, ce qui correspond à peu près à 16 cm d'isolation pour l'aide du département. Voilà. Après, si on part sur du polystyrène graphité ou du polystyrène expansé, ça ne sera pas la même épaisseur. Voilà. C'est pour ça que c'est la résistance thermique qui fait foi. D'accord.
Voilà, là, c'est des exemples de réalisation donc, de transformation du renouvellement d'air avec l'installation d'un système mécanique centralisé. Alors, dans le problème, vous avez évoqué beaucoup de choses, mais dans les systèmes de chauffage, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est l'attitude de l'ASDER face aux pompes à chaleur? Alors, les pompes à chaleur, disons que nous, on part plutôt sur un mix énergétique. Voilà, lorsque on peut mettre des énergies renouvelables, eh bien, tant mieux. C'est-à-dire, on va privilégier d'abord le solaire thermique qui n'émet aucune particule, mais qui a des contraintes techniques. Il n'est pas là tout le temps, il n'est pas là quand on en a forcément besoin. Et il est là des fois alors qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, mais en premier lieu, on va quand même étudier le solaire thermique, après le bois énergie. Le bois. Après, par rapport aux pompes à chaleur qui, elles, ont une efficacité énergétique indéniable, puisque avec 1 kWh d'électricité consommée, elles peuvent en restituer de l'ordre de 3 voire 4 kWh économisés. Donc, c'est toujours ça de moins sur la facture. Mais si on dézoome un petit peu, pour fabriquer ce kilowattheure au compteur, il a fallu puiser à la nature de l'ordre de 2,6 kWh, puisque l'électricité est coûteuse à fabriquer d'un point de vue énergétique. Voilà. Et voilà, c'est les centrales nucléaires, c'est les centrales thermiques. Donc, on prélève beaucoup d'énergie pour acheminer ce kilowattheure d'électricité à l'habitation. Donc, si on se projette, parce que j'aime bien donner cette image-là, où il ne reste plus beaucoup d'électricité sur Terre, quoi, cette électricité, on va s'en servir pour quoi? On va s'en servir pour s'éclairer, pour utiliser un ordinateur, pour utiliser le frigo ou des appareils voilà, de santé, enfin des choses qui ne peuvent se passer d'électricité. Donc là, on a du mal à se rendre compte, mais on est dans cette crise énergétique. Donc, où vraiment il faut prendre soin et être sobre de notre énergie que l'on consomme. Et du coup, si on peut se passer d'électricité pour se chauffer, c'est tant mieux. Si on peut avoir recours au bois granulé ou au gaz naturel, comme je vous le disais tout à l'heure, ou alors au réseau de chaleur urbain, voilà, ça peut être une possibilité. Quand on ne peut pas faire autrement, pourquoi pas étudier une pompe à chaleur. Attention quand même en altitude, plus il fait froid à l'extérieur, plus son coefficient de performance se chute. Bon, parce que moi, j'avais cru comprendre de la part de certains installateurs que le gaz, il fallait renoncer maintenant. Alors donc, on est un peu perplexe, quoi. C'est ça, c'est une thématique qui est toujours en mouvement encore aujourd'hui. Il y a des choses qui se stabilisent, qui sont plus sûres, et puis d'autres qui restent encore en mouvement. Hein. Donc, moi, là, je vous par dis, exemple, ouais. notre dossier qui va être soumis incessamment sous peu à Urbanis, on va peut-être nous dire, et moi, c'est un peu ce que j'attends, de nous dire, votre pompe à chaleur, c'est peut-être pas le top. Oui, mais après, chacun a ses critères pour dire le top, parce que le top financièrement, le top environnementalement, la place aussi, que ça va, le bruit, enfin, il y a différents critères de choix. Nous, on essaye de tous vous les donner, les avantages et les inconvénients en fonction de votre situation. Voilà, mais D'accord. c'est vrai Il n'y a que pas la solution vous parfaite. disiez, oui? Il n'y a pas la solution parfaite. Non, il n'y a pas de solution parfaite. C'est pour ça que le mix énergétique, ça apporte de la résilience aussi au territoire et à l'économie. Oui. Je voudrais réagir sur la problématique des pompes à chaleur et du granule. Donc, si vous êtes sur du granule, vous consommerez quand même de l'énergie puisque le système avec la trémie et l'allumage du système nécessite de l'énergie électrique. J'ai un cas pratique et concret. Il y a 10 ans, chez mes parents à Annecy, on est passé du gaz au granule. Donc, déjà, le granule, ça vous mobilise une cave puisqu'il y a un silo. Ça fait un peu de bruit, mais ce n'est pas le gros problème. Et effectivement, sur 10 ans, on a vu les frais d'entretien, c'est très intéressant par rapport au gaz, on s'en félicite. Maintenant, quelle que soit la marque, faut faire son marché. Il faut comparer plusieurs marques de producteurs de chaudières et surtout faire attention à qui vous la pose.
Nous, c'est une grande marque, je ne dirais pas de nom, mais l'artisan, il était homologué par le constructeur. On était dans les premières installations et on a dû refaire venir une autre entreprise qui était sur Cluse. On l'a fait venir sur Annecy et ils nous ont refait le système de sonde parce que ça n'avait pas été installé correctement. Et ensuite, on s'est rendu compte d'une baisse de consommation de granules et d'un meilleur confort d'utilisation. Donc, même si vous avez une super chaudière à granules, il faut faire attention à qui vous la pose. Mais l'expérience sur 10 ans, ça fait 10 ans ce mois-ci, c'est très positif. Voilà, Merci pour ce retour je vous en prie. encourageant. Voilà, je vois aussi qu'il y a d'autres retours, donc merci pour cela. Voilà, je crois qu'on en a terminé. Voilà, ça c'est une autre photo. Et c'est tout. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Donc, On est à nous votre envoyer le disposition lien. pour d'éventuelles questions. Donc, vous allez nous envoyer le lien pour qu'on puisse réécouter, en parler, ainsi de suite. Oui, on vous mettra le lien, oui. Ah, ça, c'est bien. Merci. Si on a bien enregistré, si on a bien fait notre Merci travail. Pas sûr. Merci à vous. Eh bien, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Merci bien. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez des éventuelles informations sur la mise en place d'aides au niveau de la Maurienne pour 2022? Des aides qui seraient spécifiques au territoire de la Maurienne, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, les aides classiques vont se poursuivre en 2022, que ce soit des aides locales ou des aides nationales. Le dispositif mis en place dans le cadre du logement des salariés du Lyon-Turin pour des propriétaires bailleurs est aussi toujours en place pour 2022. Il devrait s'arrêter par contre en février 2023. Donc pour 2022, ces aides sont encore en place. Merci. Oui, j'avais une petite question. Est-ce qu'il existe des aides aussi pour la rénovation de résidences secondaires? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être la TVA 5.5 et les certificats d'économie d'énergie, D'accord. uniquement. Vous me dites le certificat? Alors, pour faire une simulation du montant des certificats d'économie d'énergie, ou communément appelé CEE ou C2E, vous pouvez taper sur un moteur de recherche Grand Chambéry CEE. Grand Chambéry. Grand Chambéry CEE, et là, vous allez être dirigé sur une page où vous pourrez faire des simulations de primes pour vos travaux. D'accord. Merci. De rien. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou un projet de rénovation. Merci. 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 Bonne soirée. Merci. Merci, vous aussi. Bonne- Merci, au revoir. Au revoir.